je vous présente à ma gauche Azrajoula, Noire précieuse, et Gaëlle Bélem, qui a un titre tout en suspense, Un monstre est là, derrière la porte. Elles ont beaucoup de points communs. On va essayer de répondre au thème du débat qui est très ambitieux, comment s'écrivent les femmes africaines dans la littérature contemporaine. Et là, nous avons vraiment deux très beaux exemples. Je voudrais juste prendre un tout petit peu de temps, parce que cette rencontre, cet échange, est fait dans le cadre d'une très belle collection que je suis depuis très longtemps, qui est Continent Noir. Jean-Noël Sipano est là, c'est son fondateur, et s'il y a des applaudissements, c'est lui qui les fait. Il a raison, les auteurs, et c'est un auteur, et un traducteur, notamment d'Umberto Eco, de Elsa Morante, je crois que c'est ça. Et les auteurs, c'est quand même vous qui les avez choisis. En plus, les deux, c'était si tu permets. Ouais, bien sûr. Non. Quand on dit mes auteurs en tant qu'éditeur, ça veut dire aussi bien les auteurs que l'éditeur choisit que les auteurs qui font l'éditeur. Oui. C'est-à-dire que ce sont mes auteurs. Ils me font moi-même en tant qu'éditeur. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, ils m'influencent comme moi je peux les influencer, ou comme on peut échanger sur le plan d'écriture. Auteur dans les deux sens. Donc j'accepte très volontiers cet échange d'auteurs. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet, parce que sinon on va passer d'une digression à l'autre. Gaëlle Bélem, est-ce que pour poser l'échange, vous pouvez d'abord nous raconter la genèse de ce roman, donc Un monstre est là, derrière la porte. Je rappelle, parce qu'elle ne le dira pas, elle a eu un très gros prix qui s'appelle le Grand Prix du roman Métis, qui est vraiment un prix qu'a eu par exemple Laurent Godet, qui est Goncourt, Lionel Truot, Marie Scandé, qui a été la première lauréate. Voilà, elle se situe dans un palmarès qui est très prestigieux, et on est vraiment fiers parce que je faisais partie de ce jury. Donc, la sélection est faite par les lecteurs, c'est pas moi. Nous, on décide juste, parmi les très beaux écrivains. La genèse de ce roman, Gaëlle. Merci beaucoup. Donc, ce roman, tout d'abord, est le premier que j'écris. Donc, Un monstre est là derrière la porte. J'ai pris environ 1 an et demi pour l'écrire. Je l'écris essentiellement la nuit, puisque je suis professeur et juge assesseur de jour, c'est-à-dire je juge des mineurs délinquants. Et ce roman, il a été écrit la nuit, il est extrêmement sombre également. Je l'ai écrit en m'inspirant de ce que je vois à l'île de la Réunion, puisque je suis originaire de l'île de la Réunion. J'y ai passé les 17 premières années de ma vie. Ensuite, j'ai intégré des classes préparatoires aux grandes écoles en France métropolitaine. La genèse de ce roman, c'est quoi? Je me suis dit, Gaëlle, si tu dois écrire un livre, écris le livre que tu aimerais lire et qui, pour le moment, n'existe pas. On a une littérature réunionnaise particulièrement variée, particulièrement riche, mais cette littérature ne va pas très souvent évoquer l'envers du décor de la Réunion. La Réunion, pour beaucoup de personnes, c'est une île de l'océan Indien, synonyme d'exotisme, plage, cocotier, femmes lascives. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de gratter et de présenter l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est que l'île de la Réunion? C'est une île de 850 000 habitants, avec 30% de la population qui est au chômage, le record de France en matière de diabète, en matière également de corruption, énorme problème de pauvreté, de chômage aussi chez les jeunes, qui concerne 60% on va dire de la population à partir de 24 ans. Qu'est-ce qu'on fait de cela? On n'en parle pas dans les romans. Je ne suis pas sociologue, mais j'ai voulu adopter un point de vue de sociologue ou encore un point de vue de journaliste pour raconter donc cette île de la Réunion
Réunion, pauvre, mais cette île de la Réunion, à travers quoi? À travers une famille. Cette histoire, donc, c'est l'histoire des descentes, une famille constituée de 3 personnes, le père, la mère et leur petite fille. Ces descentes, donc, sont issues d'un milieu populaire de l'est de l'île de la Réunion. Ils sont terriblement superstitieux, puisque à l'île de la Réunion, on croit énormément aux histoires de monstres, d'où le titre Un monstre est là derrière la porte. Et je raconte, à travers cette famille, donc, tous les problèmes de chômage, de misère, de superstition auxquels on est confronté à l'île de la Réunion. Voilà donc ce qui était au commencement un désir d'écrire un livre qui n'existe pas, avec un côté excessif, un côté outrancier et énormément d'humour. Merci Gaëlle. On n'est pas toujours d'accord avec l'auteur parfois, parce que quand elle dit que c'est un roman sombre, c'est pas que, je voudrais dire, on en parlera après. Vous avez un point commun à toutes les deux, c'est celui d'être des enseignants, donc des passeurs, des transmetteurs. Et puis, Gaëlle, vous avez parlé de l'aspect sociologique. J'ai le sentiment, mais vraiment pour schématiser, que Asia s'est aussi plongée dans un milieu. D'abord, par rapport à ce que Gaëlle a dit, ce que l'enseignement vous a apporté en termes aussi d'observatrice aussi, et dans l'action. Et puis, cet aspect de vous plonger dans un milieu, en plus avec une langue, on retrouvera aussi, ça c'est un point commun. Voilà, si vous pouvez aussi raconter un peu comment vous êtes arrivé, c'est le premier roman aussi. Voilà. Alors effectivement, l'un des points communs qu'on a avec Gaëlle, c'est notre amour pour l'enseignement et pour la transmission. Donc moi j'enseigne en région parisienne, à Montreuil plus particulièrement, en collège et en lycée, et j'étais face à un problème, le problème de la représentation. Dans le sens où mes élèves ne se retrouvent pas dans ce qui s'écrit, dans ce qui se dit aujourd'hui en littérature. Et depuis mes études littéraires, j'ai eu la chance de partir au Liban notamment et de découvrir des espaces francophones. Il m'a paru important de renforcer l'espace qu'occupent les locuteurs de français qui s'expriment dans un français qui est métamorphosé et qui est légitime et qui, malheureusement, aujourd'hui, se retrouve trop en littérature. Donc je pense que le point de départ de ce roman, c'est la question de la représentation dans le sens sauver de l'absence une population qui n'est pas minoritaire, qui existe et qui ne se retrouve pas dans ce qui se dit. Donc évidemment, il y a aussi l'axe sociologique, puisque je parle de la diaspora africaine, d'une partie de la diaspora africaine, en particulier la diaspora ivoirienne. J'essaye de peindre le quartier de Château-d'Eau à Paris, et plus particulièrement, je suis la trajectoire d'une femme qui a connu l'immigration, qui essaye de s'installer en France, qui est tenancière d'une boutique de cosmétiques, et qui va connaître donc les problèmes liés au fait d'enfanter en France, de devoir élever une jeune fille qui va connaître toutes les contradictions et toutes les difficultés des transfuges de classe. Et tout ça dans une langue qui est à la fois très littéraire, franco-française, que je ne supprime pas, mais qui intègre aussi un dialecte, le nouchi, qui est un mélange d'argot ivoirien et de français. Donc c'est un peu tous ces angles saillants qui m'ont amené à penser ce premier roman. Merci. Vous faites bien parler de roman et Gaëlle aussi, qui avait parlé de sociologie, d'essayer de raconter une région qui est vraiment mal connue. Moi, j'y vais presque chaque année depuis 2007, et c'est effectivement, il y a le cliché, il y a derrière la carte postale. Et on sent que vous le soulignez, il y a la force du roman. C'est-à-dire que si vous aviez fait une étude sociologique, ça serait resté presque à l'état d'observation. Or là,
on a le sentiment que vous pénétrez l'âme de vos personnages. Et j'aimerais bien, pour ceux, je suis sûr qu'ici il y a beaucoup évidemment de passionnés de lecture, mais aussi d'écriture. J'aimerais bien savoir comment vous avez choisi votre mode narratif, parce que c'est ni un jeu, ni un elle. Comment vous avez fait pour essayer de vous mettre dans la peau de ce personnage principal, et surtout, en fait, j'allais dire de toute la famille des Saintes? En fait, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a pas de réflexion préalable. La littérature, pour moi, et l'écriture de ce roman a été une espèce de plongeon. Je ne me dis pas par quel biais je vais le prendre, pour quel mode narratif je vais opter. J'ai commencé par raconter des petites anecdotes. Le titre, c'est Un monstre là derrière la porte. Dans ce roman, je raconte comment donc un couple, les Descentes, effraie leur petite fille, comment ils vont l'inciter à aller se coucher tôt, par exemple, en lui racontant des histoires de monstres. Et donc je commence par raconter comme ça des anecdotes éparses, des épisodes de la vie des Descentes que j'ai reliés ensuite entre eux. Mon écriture n'était pas du tout une écriture linéaire ou chronologique. Je me suis inspirée pour cette méthode des réalisateurs. Lorsque Quentin Tarantino, un réalisateur que j'adore, prépare un film, lorsqu'il le réalise, il ne se sent absolument pas de l'obligation de jouer, de faire tourner d'abord à ses acteurs la première scène et ensuite, en tout dernier lieu, la scène finale. Il y a une pléthore comme ça de scènes qui sont tournées et ensuite c'est le monteur qui va se charger de les mettre plus ou moins dans l'ordre. Pour moi, c'était pareil. Il y a une espèce de kaléidoscope de récits comme ça. Et très naturellement, le mode narratif est venu de lui-même. Je raconte dans ce texte, tout est raconté donc avec la première personne du singulier, le jeu. Bien entendu, ce jeu donc, est le jeu de la narratrice, la petite fille des Descentes. Ce n'est absolument pas le jeu de l'auteur, comme dit Rimbaud, le jeu est un autre, tout simplement. Et j'ai voulu donc raconter les mœurs, les travers de cette société réunionnaise à travers les yeux de cette petite fille que nous suivons jusqu'à à peu près ses 17 ans. Et si vous pouvez appuyer là-dessus, est-ce que ce regard à hauteur d'enfant vous a permis d'exprimer des choses qui peuvent paraître peut-être presque classiques et qui ne le sont pas, et aussi c'est une représentation, tout à l'heure Azéa parlait de représentation, d'une partie de la Réunion, je veux dire, voilà. J'ai choisi donc ce regard, ce récit du point de vue d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'on dit que le propre de l'enfance, c'est la spontanéité. Nous, les adultes, nous sommes des adeptes du politiquement correct. Nous nous tenons littéralement en bride. Voilà, donc nous savons faire attention à notre langage. Le fait de donner la parole à cette petite fille a fait que les propos, lorsque vous lirez le roman, vous verrez, sont beaucoup plus spontanés. Par exemple, elle va dire des écrivains, c'est l'histoire d'une petite fille née dans une famille pauvre et qui rêve, elle, pour la première fois, donc dans cette famille, de devenir écrivaine. Et donc, étant donné qu'on voit tout de son point de vue, qu'est-ce qu'elle dit? Mais enfin, je découvre quoi? Que tous les écrivains sont, Azéa le confirmera et moi-même aussi, suicidaires, alcooliques, névrosés, cocaïnomanes, bien entendu, je vous dis l'essentiel. Donc, voilà comment le fait d'opter de raconter l'histoire donc à vue d'enfant a permis d'introduire plus d'humour dans ce texte qui sinon aurait été sombre du début à la fin. Et pour rejoindre ce que disait Mohamed au début, certes oui, le texte est sombre, mais il y a toujours une pléthore d'éclats de lumière. Merci beaucoup. Vous voyez, dans les deux cas, là, on peut vraiment rester très longtemps sur le fond du texte. Azéa, d'ailleurs, c'est vraiment des traits communs extraordinaires. Comment vous avez fait pour donner cette représentation, alors qu'on peut dire que c'est peut-être pas très proche de vous?
Quel a été votre rôle justement qu'est-ce que la fiction vous a permis? La fiction a permis de justement faire un pas de côté, de pouvoir prendre une certaine distance qui était nécessaire parce que dans ce travail que j'ai mené sur la langue mais aussi sur les vies, on me confiait des trajectoires extrêmement douloureuses et la fiction du coup était un espace pour moi dans lequel à la fois j'essayais d'être fidèle à ce qu'on me confiait et en même temps je pouvais modifier certains éléments qui allaient faire tampon et qui allaient m'éloigner d'un espace sociologique pur. J'aimerais revenir sur ce que Gaëlle a dit tout à l'heure et il m'apparaît que c'est encore un point commun, la question de l'enfant dans l'espace littéraire puisque au centre du roman, notamment dans le premier chapitre, il y a l'une de mes héroïnes, Céleste, qui est la fille d'Oumou, qui donc est née en France et qui va nous amener dans l'espace de la fiction lorsqu'elle connaît la désillusion, lorsqu'elle considère sa mère non plus comme sa mère, mais comme un adulte qui a des défauts. Ce qui va faire sortir Céleste de l'enfance, c'est la dépigmentation. C'est se rendre compte, à un moment donné, que sa mère ne fait pas que tenir des boutiques de cosmétiques, mais c'est qu'elle s'applique les crèmes qu'elle vend, qu'elle commercialise. Et surtout, fondamentalement, j'allais dire, si la question n'était que la question de la dépigmentation, à la limite, Céleste aurait survécu et aurait pu continuer dans l'espace de l'enfance, mais lorsqu'elle demande à sa mère si elle se dépigmente la peau, sa mère, pour la première fois, lui ment. Il lui dit non. Donc il y a une gêne qui s'installe. Céleste va se rendre compte que dans le quartier, tout le monde pointe du doigt sa mère pour justement ses traits de dépigmentation. Et donc cet élément-là, je l'ai aussi retrouvé dans le roman de Gaëlle, lorsque l'enfance, qu'on associe généralement à l'innocence et à la pureté, est confrontée comme ça à un comportement de l'adulte qui, sans être vicieux ou pervers, qui est ambigu, ambivalent et complexe. Juste pour lire un peu plus sur le roman, cette histoire de sauver sa peau, entre guillemets, dans l'esprit. Céleste qui voit sa maman faire ça, et la maman qui ment en disant maman, c'est au cœur du roman. D'ailleurs, je pourrais peut-être à ce moment-là lire un extrait. Justement, j'ai demandé à Guido Romancière, parce que bon, parler c'est très bien, mais je voulais que vous ayez un avant-goût de la voix de leur texte pour y rentrer un petit peu. Donc j'ai demandé s'ils pouvaient lire un petit extrait, histoire de... C'est pas un exercice simple parce que on est hors contexte, etc. On n'est pas tout seul. Et puis je leur ai demandé de venir. Donc, mais quand même, voilà, avec votre bienveillance, mais je suis sûr que c'est un exercice qui donnera quelque chose durant. Merci. Oui, merci. Donc cet extrait s'inscrit dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est la fin du premier chapitre. Donc Céleste a posé la question à sa mère. Sa mère lui a dit qu'elle ne se dépigmentait pas la peau, mais ce soir-là, Céleste, avant de s'endormir, va trouver un indice du fait que sa mère lui ment. Toute la soirée, Céleste serra la vie. À 21h, elle savait que sa mère ne tarderait pas à entrer dans sa chambre. Dans l'attente, elle priait, les mains jointes, mais nerveuses. Comme toujours avant de dormir, Oumou déposa sur le front de sa fille le baiser habituellement rassurant. Si proche de la peau de sa mère, Céleste redécouvrit cette odeur familière qui avait embaumé son enfance. Elle avait toujours pensé que ce parfum était celui des dames, des grandes dames même, puisqu'elle ne se souvenait pas de l'avoir senti ailleurs. Mais ce soir-là, les effluves avaient l'aspect d'une matière coagulée. C'était comme s'il y avait des relents de charogne, d'allumettes craquées ou de cuir vieilli. Lorsque Oumou éloigna son visage de celui de sa fille, le voile âcre se dissipa dans l'air.
Les mots de réconfort sous l'air creux. Tremblante, Céleste rassembla ce qui lui restait de courage pour observer les mains de sa mère qui remontaient la couverture comme on ajuste un mensonge, comme on referme un cercueil. Elles achevèrent de sortir Céleste de l'enfance. Elles étaient un feu de bois, labouré par la lave, taché de flammes, de gris, de honte. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté à l'exercice. Quel voulez-vous bien nous donner un monstre là? J'en serai un autre. Alors, donc, le passage, cette petite fille qui a 8-9 ans, voilà, va raconter sa naissance, comment ça se passait. Donc, ses parents sont terriblement sexistes et ils voulaient avoir un garçon. Ils n'ont pas fait d'échographie et le jour de l'accouchement, ils se rendent compte avec horreur qu'il s'agit d'une fille. Ma naissance fut accueillie avec rancœur et dépit. Pendant 9 mois, la guerre avait pourtant été suspendue et les défuntes combattirent l'ennui en quête d'un prénom. Doris, Vladim, Dracus, Maelstrom, pourquoi choisir? Ils porteraient les 4 notre fils, avait décidé mon père en songeant à ses tueurs en série préférés. Le jour J, il alla faire son habituel pari hippique et passant tout près de la maternité, songea qu'il pourrait visiter son nouveau fils. C'était l'heure du bain. Il entra à pas de loup et trouva l'enfant nu. Mère, surprise de cette arrivée impromptue, lui vanta le dos, les mollets replets, les fesses rebondies et la nuque délicate. Fit donc, il se contenterait pour une fois de la tête avec les yeux. Elle prit 1000 précautions, reprocha son empressement et s'enquit de son asthme chronique. Rien à faire. Mon père lui ôta l'enfant des mains et le regarda bien en face. A priori, tout allait bien, et il mit tout cet inutile verbiage sur le compte de l'habituelle niaiserie des bonnes femmes en couche. Jusqu'à ce qu'il découvrit ce qu'il nomma la sainte horreur. La chose, c'était une fille. À ce moment-là, il y eut comme un violent coup d'orage et l'enfant lui tomba des mains. Certes, sa mère était une fille, sa mère aussi, et sa mère en était une par certains aspects, mais cela n'avait pas vocation à se répéter. Tonnerre de sort, pesta-t-il en s'essuyant les bras. Passe encore un pitbull, un girafon, un cheval à 3 jambes, ou une grosse blague, mais une fille. Tout ça pour économiser 20 francs d'échographie. Alors un homme juste, qui ne manque pas d'assumer ses déboires, il m'offrit un berceau, mais me refusa son nom. Les 5 années suivantes, je les ai passées avec un air grave et sombre, c'est-à-dire en hurlant de toutes mes forces, la nuit de préférence, entre 3 et 4 heures du matin. En vérité, je ne pleurais pas, je me vengeais de mon premier bain, d'où me vient ma foi, ce caractère bien trempé. Ça vous donne une idée, d'abord c'est très incarné, et on est loin que du côté sombre. Très loin. Il y a derrière cet aspect où on peut sourire, même si c'est un peu tragique, comique, il y a une enfant. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, c'est pas surligné, c'est la question de la reconnaissance, parce que cet enfant se sent vieux déjà à 9 ans, c'est ça, mature, déjà un point de vue sur la vie, etc. Mais c'est aussi parce qu'il a soif de reconnaissance de ses parents et même de la société, parce que... En effet, cette petite fille, elle dit à un moment donné, eh bien c'est à 9 ans que je suis devenue vieille. C'est-à-dire à 9 ans déjà, elle avait été, on l'imagine, hypersensible, on l'imagine avec peut-être un potentiel intellectuel peut-être un peu plus élevé que la moyenne, et elle prend très rapidement conscience que ses parents ne l'aiment pas, elle prend très rapidement conscience qu'ils s'attendaient à un garçon, que leur horizon d'attente a été infirmé, et ça va la faire grandir effectivement extrêmement vite. Et par conséquent, ce que l'on a là comme récit, c'est certes le récit
d'une petite fille, 6, 7 ans, 8 ans. Elle a des raisonnements, elle a une sensibilité de petite fille, mais aussi saupoudrée de réactions, saupoudrée de raisonnements qui sont en général caractéristiques des adultes. Merci. Encore une fois, on pourrait poser 1000 questions. Voilà, j'essaie. D'abord, c'est assez simple de passer d'un roman à un autre. Asia, je le dis vraiment le plus simplement possible. Vous avez réalisé un travail inouï sur la langue, une langue qui vous est, je crois, je ne vous connais pas assez bien, qui ne vous est pas naturelle. Est-ce que vous pouvez parler de ce travail sur la langue qui apparaît dès la première page? Alors, est-ce que ça vous est naturel? non, c'est ce que j'allais dire. Non, pas du tout. Mais donc ma langue naturelle, ma langue natale serait l'arabe, que je ne maîtrise pas. Et je pense qu'il y a chez les enfants d'immigrés, chez cette génération, parfois ce manque, parce que les parents ont été poussés dans leur choix, ils ont écouté un discours qui leur disait que certaines langues, souvent les langues des pays anciennement dominés, pouvaient perturber l'éducation et puis le bon fonctionnement de leurs enfants. Ils ont préféré transmettre le français plutôt que leur langue maternelle. Et cette envie de travailler sur les langues, les métamorphoses du français me vient de là. Me vient de ce moment où on se dit qu'il y a un chaînon manquant entre nos parents et nous. Et on se pose la question de savoir si nous-mêmes, on sera capable de transmettre ce qui, à un moment donné, ne nous a pas été transmis. Donc, je ne maîtrisais pas cette langue, et c'est au hasard de ma préparation de cours dans les cafés, donc à Château-d'Eau, que j'entendais ce qui se passait autour de moi. Évidemment, j'avais des amis d'origine ivoirienne, mais eux-mêmes ne pratiquaient pas le louchi, sauf lorsqu'ils parlaient sur les réseaux sociaux avec leurs oncles et leurs tantes qui habitent en Côte d'Ivoire. Mais j'ai tout de suite perçu à quel point il y avait un potentiel dans le sens où, parce que je garde mes élèves en tête, le but c'était de créer un support sur lequel j'allais pouvoir travailler avec mes élèves, de créer comme ça un point de rencontre entre eux et moi. Et pour ce faire, il faut s'éloigner un peu des images éculées et ronronnantes. Et le louchi, pour moi, c'était un univers extrêmement poétique, très imagé, très vivifiant. Et je me suis dit que c'est dans ce sens que j'avais envie d'aller insérer un nouvel horizon, une nouvelle façon d'agencer les mots. Et donc lorsque j'ai décidé de travailler sur cette langue, je ne savais pas que ce travail allait se transformer en roman, puisqu'initialement j'avais participé à un concours de nouvelles, donc je devais m'arrêter au premier chapitre, qui est initialement la nouvelle que j'avais soumise au prix du jeune écrivain. Et puis j'ai eu envie de poursuivre, à la suite de ce concours, j'ai eu envie de poursuivre, de voir jusqu'où les personnages et jusqu'où la langue pouvait aller, et petit à petit ça s'est transformé en roman. Merci beaucoup. Gaëlle, vous l'avez évoqué au départ, et on le voit à la lecture de votre roman, il y a quelque chose d'intuitif et d'instinctif dans votre littérature. Je voudrais savoir, entre le moment où vous avez commencé et le moment où le livre a existé pour les autres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le roman ne vous appartenait plus, est-ce qu'il a dévoilé quelque chose de vous? Je crois qu'une littérature peut faire office de psychanalyse, de thérapie, et de dévoiler énormément de choses sur nous. Moi, je vois la littérature aussi comme un miroir dans lequel je peux me voir. Déjà, la première chose que ça m'a révélé de moi, c'est que j'étais capable d'écrire un livre. C'est bon à savoir quand on ambitionne d'être écrivain. Autre chose, ça m'a montré également que l'on peut raconter l'île de la Réunion avec lucidité, avec humour, avec poésie aussi. Ça m'a fait prendre conscience qu'on peut écrire des textes très noirs, très sombres,
en incluant une grande dimension lyrique. J'aime beaucoup la poésie dans les textes, j'aime les rythmes ternaires aussi. Voilà certaines choses que l'écriture de ce roman m'a permis de connaître. D'abord sur moi, vous savez, il y a quelque chose de profondément égoïste aussi dans l'écriture. Il n'y a pas, au commencement, il n'y a pas forcément de visée altruiste. On écrit pour soi, on écrit pour savoir qui l'on est. Ça incite presque à une démarche, pour moi, introspective. Donc oui, j'ai réussi à comprendre peut-être davantage qui je suis, même si ce roman n'est pas autobiographique, donc il ne va pas révéler tant de choses que cela sur moi, toutefois. Merci beaucoup. Et vous, Asia, qu'est-ce que vous avez découvert de... J'ai découvert que la littérature permettait de dire certaines choses de nous tout en se protégeant. Parce que, en apparence, mes personnages sont très éloignés de moi, notamment physiquement. Mais c'est en ce sens-là que pour moi, il n'y a pas de littérature marginale ou colorée. C'est qu'en fait, ce que j'y dis est universel et que je dis bien plus de moi dans ce livre que ce que les gens qui ne me connaissent pas et qui lisent le livre peuvent penser. Et comme Gaëlle, à la fois, en fait, c'est ce paradoxe littéraire où à la fois la littérature est un acte égoïste et en même temps c'est un acte extrêmement généreux puisque je n'ai jamais été aussi tournée vers les autres et aussi tournée vers la compréhension des autres et de leurs choix que lors du processus d'écriture. Donc c'est un moment merveilleux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entamé ce processus, mais il faut en jouir parce qu'ensuite ça manque et que c'est un exercice qui est très différent d'ensuite parler de ce sur quoi on a travaillé. Donc si certains sont dans ce processus-là, essayez d'y voir la difficulté évidemment, mais tout aussi toute la beauté. Vous avez parlé de se tourner vers les autres, mais pour toutes les deux d'ailleurs, votre métier consiste à transmettre. Vous dites que votre langue natale, que vous ne maîtrisez pas, est l'arabe, vous êtes devenu prof de français en fait, vous êtes professeur de lettres. Ce lien avec les élèves, cette relation avec les jeunes, qu'est-ce qu'elle vous a permis? C'est une question que je poserais à Gaëlle aussi, qui elle enseigne c'était l'histoire-géographie, c'est ça? Et de lettres. Et de lettres aussi. Vous expliquerez aussi. Donc la transmission, un peu comme la littérature, ça ne va pas que dans un sens. Mes élèves m'apportent autant que ce que je leur donne, à savoir des textes et des questions auxquels ils s'efforcent ensuite de répondre. Et le livre dans tout ça, ça va être l'élément, l'objet sacré et à la fois qu'on essaie aussi de désacraliser, qui nous permet de toucher à ce qu'ils vivent. Donc ce qu'ils vivent, ça va être des difficultés, évidemment, puisque j'ai fait le choix de la région parisienne et que les parcours sont parfois chaotiques. Mais aussi des moments de joie, de savoir trouver les mots, mettre des mots sur les émotions. Donc ce que la transmission m'apporte, je pense, c'est cette possibilité de mieux comprendre et de mieux accepter ce qui, a priori, pourrait être un nœud dans ma façon de penser. Et c'est aussi comme ça que j'essaie de transmettre la littérature, c'est comme ça que j'essaie d'en parler à mes élèves. C'est les mots qui donnent accès à soi. Évidemment, ça ne suffit pas, il ne faut pas être naïf. Mais c'est un merveilleux outil qui permet justement d'être mieux armé dans ce chemin de l'accès à qui nous sommes. Et vous, Gaëlle, si vous pouvez rappeler que vous avez enseigné, donc, je crois que vous étiez le professeur vous en parlez, l'histoire-géographie, vous avez fait aussi des prépas. Voilà. En fait, il y a chez moi une espèce d'hyperactivité depuis l'enfance qui fait que je n'ai jamais su me cantonner à un seul métier.
On va dire que depuis l'âge de 20 ans, j'avais fait le choix de bâtir ma carrière sur à peu près 3 piliers. Les enfants, les mineurs, l'enseignement et la culture. Les mineurs, donc j'enseigne au lycée, cela fait maintenant 13 ans que je suis professeure. Voilà pour les mineurs. Et puis je me suis dit, que pourrais-tu faire de plus? L'idée pour moi, c'est de toujours me montrer utile. Alors je vais basculer d'une certaine manière de l'autre côté et je juge les mineurs délinquants, donc pour des faits de vol en réunion, vol avec violence, agression sexuelle, viol incestueux, homicide involontaire. Tout ce qui relève de délits, mais pas de crime. Je travaille aussi au tribunal correctionnel. Voilà ce que j'appelle le pilier enfant. On enseigne ou on les juge. Le pilier d'enseignement, donc j'ai enseigné au lycée, j'ai également enseigné pendant 2 ans en centre de détention, et c'est ce qui m'a permis aussi de bien connaître le système carcéral, où hélas, j'envoie quelques mineurs de temps à autre. Et puis il y a le pilier culture. Le pilier culture, j'ai été donc journaliste pigiste, spécialisée dans la culture à Paris. C'est-à-dire le jour, j'ai une vie de professeur et à partir de 18h, j'allais assister à des pièces de théâtre, je rédigeais des critiques, je lisais des ouvrages. Voilà, critique. Et puis, dans le domaine de la culture, cette appétence était tellement forte qu'elle m'a amenée à écrire. Voilà comment ma carrière est bâtie sur ces 3 piliers. L'enseignement, les enfants, les mineurs, si vous voulez, et puis la culture. Et ce livre, d'une certaine manière, est une synthèse en condensé de ces 3 passions que j'ai. Puisque c'est un livre, ça relève de la littérature, de la culture, c'est un livre qui parle de quoi? Qui parle d'une petite fille, donc qui parle d'une enfance difficile, béquillarde, mal nommée. Et cette petite fille, elle veut être écrivaine. Et qu'est-ce qui va lui permettre de réaliser, d'accomplir, d'atteindre cet objectif? C'est l'école, c'est l'enseignement public dont elle a bénéficié. Tous les jours en face de moi, j'ai des élèves. Je travaille dans 2 types d'établissements à l'île de la Réunion. Je suis dans un lycée privé catholique qui se trouve être le premier lycée de l'île et l'un des 50 meilleurs lycées de France. Dans cet établissement, globalement, les élèves n'ont pas de problème. Et à côté, je travaille dans un lycée public où là, on a des élèves qui viennent de milieux extrêmement défavorisés. Dans mon livre, je raconte, si vous voulez, la vie, en fait, des élèves qui sont scolarisés dans le lycée public où je travaille. Autant je leur transmets en enseignement, en histoire, en géographie, en latin, autant leur vie qui m'émeut énormément et qui correspond un petit peu aussi à celle que j'ai eue quand j'étais jeune à La Réunion, j'ai voulu la mettre dans ce roman. Et comme le disait un petit peu Asia, dans l'enseignement, quand on est professeur, la relation n'est pas à sens unique, elle n'est pas unilatérale, elle est synalagmatique. On donne un enseignement, on donne une instruction, mais les élèves nous donnent beaucoup. Et j'ai voulu leur rendre tout l'amour, toute l'attention qu'ils me donnent en racontant un peu leur vie cabossée. Voilà comment c'est eux qui ont été une source d'inspiration pour moi, de même que tout ce que j'ai vu aussi en travaillant en prison, en centre de détention, se trouve dans ce livre et vous verrez des passages où on parle de la prison. Merci infiniment. Je voulais vous dire qu'en cofondant avec notamment l'association La Réunion des Livres, qui est une association très active à l'île de la Réunion, quand on a cofondé le Grand Prix du roman métis, notre but c'était vraiment de faire un lien fort, un pont, j'allais dire, entre la Réunion et ici, Saint-Marin-des-Prés. Et c'est pas Gaëlle qui le dira, c'est moi qui vais le dire. Elle est la première réunionnaise à être publiée chez Gallimard grâce à Jean-Noël. Non seulement ça, mais c'est la première réunionnaise qui sort Folio. en folio. Voilà, et en poche. Ça, c'est la France. Et moi, je vais dire, après les deux, on est retirés. La deuxième réunionnaise, ça sera à Saint-Soleil. Mais je voulais déjà qu'elle soit naturelle. Il faut passer par la réunion. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Non, Folio, en plus, ce qui est
voilà, je le souhaite aussi à Asia. Quand on est en édition de poche, La demande est faite. oui, j'appuierai, c'est que le roman va aussi plus rapidement vers les enfants, les jeunes publics, ceux qui ont moins de moyens. Une dernière question, même si je démonte un tout petit peu, parce que je veux vraiment vous laisser du temps. Ici, j'en suis intimement persuadé, il y a des personnes qui ont envie de conseils par rapport à ce que vous avez réussi. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez un conseil à donner pour aboutir à la publication d'un roman? Un petit conseil, voilà. Tout conseil est bienvenu. De ne pas suivre les conseils, justement. Vraiment. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait écrire au moins une phrase par jour. Alors, dans l'absolu, oui, évidemment, l'idéal serait. Mais en fait, c'est possible, mais ça peut aussi freiner et effrayer lorsqu'on manque de discipline. Mais non, je dirais, je pense que ce qui intéresse les auteurs et les lecteurs, c'est d'entendre des voix. Donc de rester fidèle à votre voix et en intégrant le Zushi, je savais que j'allais mettre de côté certaines maisons d'édition qui n'étaient pas prêtes, comme Continent Noir, comme Jean-Noël, à accueillir ces nouveaux échos. Je savais que je faisais un choix difficile et que les puristes de la langue française allaient mettre le manuscrit de côté. Mais c'était ça ou rien. Donc vous avez tous une façon de dire, une façon de voir qui trouvera des lecteurs. Donc je pense que c'est ça. Se faire confiance et rester fidèle dans la manière dont on a envie d'exprimer les choses. Et Gaëlle? Lorsque j'avais terminé ce manuscrit, j'ai proposé à une de mes collègues et amies de le lire pour qu'elle me donne son avis. J'avais besoin d'un conseil puisque voilà, je ne savais pas à qui soumettre ce manuscrit. Elle l'a lu et au bout d'une semaine, elle m'a rendu le manuscrit en me disant « Je vais te dire la vérité, je n'ai pas dépassé les 2 premières pages, c'est nullissime, tu devrais arrêter. » Et aujourd'hui, elle ne me parle plus, elle est très gênée, mais moi, pas du tout. Donc, effectivement, elle me dit « Asia, ne suivez pas trop les conseils, d'accord ? Quand je n'oublierai jamais ça, j'appelle ça, c'est souvent les dernières épreuves. Avant, parfois, la lumière, il y a toujours des moments chaotiques, des moments de tunnel. Donc elle me dit, Gaëlle, non, c'est pas ça un livre, crois-moi, j'en lis énormément, c'est nul, tu es professeur, tu es un excellent professeur, ne te lance pas là-dedans. Et j'ai eu un moment de découragement, mais absolu, et je lui ai fait confiance, après tout, c'est une amie. Et ensuite, je me suis dit, bon, quand même, peut-être que Gallimard s'y connaît un petit peu, un peu plus. Donc, je vais malgré tout envoyer le manuscrit à Gallimard. Gallimard a trouvé que c'était bien. Donc, c'est pour ça, ne faites pas trop attention aux conseils. À un moment donné, foncez et vous serez souvent seul. Mais ce n'est pas grave. Les écrivains sont des êtres profondément solitaires qui ont leur destin à eux. Hein. Donc, si c'est votre destin, si vous sentez que c'est pour vous, allez droit, et parfois vous irez droit au mur. Mais vous reculerez et vous trouverez la porte ensuite. D'accord? Donc n'allez pas non plus croire que la littérature, on vend, on essaie de vendre du rêve, c'est peut-être de notre faute, j'arrive, je suis maquillée. On a l'impression que la littérature est glamour. Mais c'est dur, c'est très 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 dur. Mais allez-y, si vous sentez que je pourrais faire quelque chose, essayez, malgré les critiques, foncez et n'écoutez pas trop. Comme l'a dit Asia, ce qu'on vous conseille, puisque vous avez vu les conseils qu'on m'a donnés. Merci infiniment. C'est 2 belles voix que nous avons ici. Je vous passe la parole, sinon moi je garde le micro. Est-ce que vous avez une question à l'une ou à l'autre ou aux deux? Et puis comme c'est souvent toujours compliqué la première question, on passe directement à la deuxième question. Allez-y. Vous n'avez pas préparé ça, bien. Au revoir. N'oubliez pas de faire remarquer.
questions? Ah, bravo. Et je vous passerai la parole après. Attendez, je bouge, je voudrais bien faire l'animateur. Alors, d'abord, deuxième question. Moi, c'est plus une question pour les maisons d'édition françaises. Est-ce qu'ils peuvent aider les gens? Enfin, souvent, comme vous avez dit, c'est très puriste. Et je trouve que, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir la voie, finalement, aux jeunes issus de l'immigration à raconter leur histoire? C'est par rapport à vous. Voilà, c'est cette question. Non, mais moi, je ne suis pas un jeune issu de l'immigration, je suis un vieux issu de l'immigration. Mon père est sicilien. Oui, mais justement, est-ce que vous trouvez qu'on ne retrouve la banque du jeune dans l'écriture des maisons d'édition? Parce que c'est que dans certains pays, il y a des quotas. Je pense que c'est Non, mais non, mais nous, écoutez, je vous réponds. Donnez-moi. Merci. Non, Non. est-ce que vous pouvez trouver des solutions pour ouvrir plus la voie aux jeunes à l'écriture, finalement, et raconter leur histoire? Mais alors attendez, l'édition c'est une chose, l'écriture, tout le monde peut écrire. Et voilà. Donc nous, dans une maison d'édition, vous savez, on juge quoi? On reçoit des manuscrits, on ne regarde pas la personne, on ne sait pas d'où elle vient, mais le manuscrit, on le juge, et selon qu'il est bon ou qu'il est mauvais, ou qu'il est pas tout à fait mauvais, pas tout à fait bon, donc il faut encore le retravailler pour avoir espéré avoir quelque chose de bon, on le retient. Mais que la personne ait 10 ans ou 90 ans, on s'en fiche. Parce que c'est le manuscrit qui compte. Après, bon, il y a la biographie, il y a des choses qui s'ajoutent. Si on retient le manuscrit, naturellement, il y a un éclairage avec la biographie. Mais le premier contact, c'est le manuscrit. Et il n'y a que le manuscrit qui compte. Et je vous conseillerais d'ailleurs d'envoyer des manuscrits papier, parce qu'il est très difficile de lire sur l'écran. 400 manuscrits par an, on a des yeux après le gros. J'ai écrit ça. Donc il vaut mieux que vous envoyiez carrément à la maison d'édition du papier. Voilà, pas relié, mais avec des pages numérotées, et n'oubliez pas votre adresse, parce qu'il y a certains qui oublient. Ils oublient de mettre leur nom et alors on a un manuscrit de Tartampion, mettons, sans savoir où il est, sans adresse, sans numéro de téléphone, sans rien. Donc vos coordonnées. Non, mais on va. Je suis désolé. C'est une question qui m'intéresse de par mes origines, etc. Je vais essayer d'être le plus bref possible. S'il y a un milieu qui est ouvert à des voies différentes, c'est quand même l'édition. Regardez cette année, la première liste du Goncourt, elle est composée d'Haïtiens, de Sénégalais, de Camerounais, d'Arabes, etc. Voilà. En fait, c'est qu'il ne faut pas s'interdire aussi d'y aller. C'est bien. C'était la fin de la question. Je crois que quelque chose que la jeune fille vient de dire aussi. Ah, pardon, merci. Moi, je voulais savoir à qui réellement s'adresse vos livres. J'ai été un peu irritée au départ quand mademoiselle, je crois que c'est Gaëlle, excusez-moi, quand vous avez parlé de « on pense que la Réunion, c'est plage cocotier, fin de la cive ». Moi, personnellement, je n'avais pensé ça de la Réunion, donc j'aimerais savoir à qui s'adressait vraiment le livre, parce que j'ai l'impression que vous disiez que vous vouliez démanteler des espèces de clichés, alors que pour moi, quand je pense à la Réunion, je ne pense pas du tout à des femmes massives ou des plages de cocotiers. Donc je me dis, des fois, à qui s'adresse le livre, réellement, à qui, quand on écrit ce livre-là, à qui on veut parler, qu'est-ce qu'on veut défendre, qu'est-ce qu'on veut... Enfin, il y a plusieurs questions comme ça. Un peu, et en même temps, deuxième question, c'était aussi... parce que le sujet, que je trouve qu'on n'a pas du tout répondu à la question, c'était comment s'inscrivent les femmes africaines dans la littérature contemporaine, et je pense qu'on n'a pas du tout répondu à la question, enfin, c'est mon avis. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écrivains, ou en tout cas beaucoup de livres, où, au-delà de la femme africaine, je vais la femme noire, où c'est vraiment toujours une femme noire maltraitée ou maltraitante. Et je trouve que ça véhicule beaucoup de clichés, ça perpétue beaucoup de clichés
En ça, moi, ça me dérange personnellement. Donc voilà. Donc je sais pas si, je pense qu'il y a un trop manoir qui est assez vendeur et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci. Voilà. D'accord. La première partie, Gaëlle, la deuxième partie, Asia. Merci pour votre question. Oui, alors merci pour cette question. Donc, à qui s'adresse le livre? Pour ce qui concerne le mien, il s'adresse à, évidemment, absolument tout le monde. Il n'est pas question non plus dans ce livre de régler des comptes, loin de là. Donc c'est un livre qui vise, si vous voulez, un lectorat entre guillemets universel. Je suis absolument ravie et je n'en doute pas que vous n'ayez pas de clichés sur l'île de la Réunion, mais d'autres en ont, d'accord? Je suis professeure, je suis journaliste et je sors, j'ai mon aide et on entend hélas des propos voilà, qui vous choqueront et qui me choquent. Mais les propos de qui en fait? Ces propos viennent de qui? De quel... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout simplement, ce sont des propos par exemple d'hommes que je peux rencontrer dans le cadre de débats, etc. Mais bien entendu, ça ne concerne pas tout le monde. Après, moi j'ai énormément voyagé. Et on me demande très souvent d'où je viens. Je viens de l'île de la Réunion. Ah, c'est dans les Antilles, c'est dans les Caraïbes. Déjà, on a du mal, aujourd'hui encore, à situer l'île de la Réunion. Et encore, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais bien entendu, je m'adresse à énormément de personnes, pas seulement à une personne, et encore heureux si vous savez où se trouve l'île de la Réunion. Donc l'idée, c'était aussi de dire l'île de la Réunion existe. Après, l'ouvrage s'adresse à tout le monde. Oui, il y a énormément de clichés concernant l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, aujourd'hui, elle est associée aux requins, à la crise requin. On pense tout de suite aux éruptions volcaniques. Mais on ne voit pas ces gens, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne voit pas ces 30% de personnes qui sont au chômage, on ne voit pas assez ces personnes qui sont en proie au déterminisme et qui essaient de s'en sortir. Après cet ouvrage, ce n'est pas un ouvrage misérabiliste. Je ne vais absolument pas dans le larmoiement, dans le misérabilisme. Vous parliez de femmes noires maltraitées et maltraitantes. Ce n'est pas maltraitée ou maltraitante. Les sujets, c'est souvent la femme noire qui sont focalisée sur maltraitante. Ce n'est pas maltraitante. qu'un cliché. Sinon, je ne travaillerais pas dans un tribunal et les tribunaux n'existeraient pas. C'est une réalité. Par exemple, je prêche pour ma paroisse. Pour l'île de la Réunion, nous avons un énorme problème de violence conjugale. Et ces violences conjugales touchent essentiellement violences conjugales, on peut même dire violences intrafamiliales, dont sont victimes avant tout les femmes noires. Donc l'idée, c'est pas de dire c'est scandaleux, etc. Si j'écris et si dans mon texte je parle de cela, c'est aussi pour dénoncer et pour changer les choses. Et c'est dans le prolongement de ce que je peux faire au tribunal, sauf que la littérature me laisse une plus grande liberté de parole. Donc pas de clichés, mais c'est aussi de la lucidité. Par contre, je ne suis pas, comme je vous le dis, dans le misérabilisme. Nous souffrons, on a faim, on a mal, etc. Loin de là. Et mon personnage, cette petite fille, même si ce mot un petit peu me saoule parce qu'on l'entend, est dans une démarche de résilience. C'est une héroïne, c'est une guerrière. Elle ne se présente pas comme une petite fille maltraitée ou bien elle ne parle pas d'une mère maltraitante. C'est avant tout une combattante. Et le message que je voulais faire passer, si tant est qu'il y a un message à faire passer, notamment aux jeunes, parce que c'est une petite fille qui raconte, c'est vous pouvez vous en sortir dans la vie, vous pouvez surmonter les difficultés. Merci. Asia voulait répondre à la deuxième partie. C'est aussi, mais Gaëlle vient d'y répondre. Effectivement, on aurait pu parler plus longuement de la manière dont on a construit nos héroïnes et donc la manière dont on rend présente des femmes africaines en littérature, puisque c'était le cœur, mais qu'on a été embarqué par d'autres questions. Effectivement, un autre point commun, c'est que nos héroïnes se construisent avec un passé qui était certes douloureux, mais qu'on met de côté pour justement mettre en évidence des parcours de combattantes et de guerrières, comme l'a dit Gaëlle. Contrairement à certaines parutions que je ne citerai pas, mais qui effectivement appuient sur des clichés de la femme malmenée, battue, violée, etc., soumise, nos héroïnes se construisent seules,
n'ont pas besoin d'aide, d'une aide blanche, d'une aide masculine. Donc effectivement, il y a tout un pan, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais en particulier celui-là qu'on a mis de côté, mais qui est central dans nos œuvres. Et je pense qu'on apporte, tout en étant très, très humble, des parcours de femmes et des modèles de femmes qui nous ont entourés, qui ont été des modèles pour nous et qui le sont pour toutes les jeunes filles de cette nouvelle génération qui ne sont pas du tout dans la misère et dans la soumission. Merci. De toute façon, c'est impossible à répondre de manière globale. Ce ne sont que des romans. Donc, le romancier choisit quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'universel, un tout petit pan d'une partie de la société où il essaie d'embrasser une période, etc., historique, ou une façon de voir les choses. Voilà, c'est impossible d'être représentatif de manière globale. Ah, c'est pas ça que je disais, mais en fait, un livre, tout comme le cinéma, enfin, moi j'étudie le cinéma et j'étudie la littérature aussi, c'est de la propagande en fait. Donc c'est de la propagande. Excusez-moi. C'est de la propagande. Donc si vous continuez à véhiculer aussi un certain type d'image dans des livres, comme vous véhiculez par exemple, on va dire l'islamiste dans tous les films qu'on a aujourd'hui, vous continuez à perpétuer un cliché. Donc c'est pareil pour le livre. J'ai pas vraiment. Là c'est le sujet. Je vais pas vraiment accuser les deux auteurs, mais c'est de dire que aujourd'hui, quand on lit des livres, moi personnellement, j'ai un club de lecture où on fait que des livres écrits par des Noirs et qui centralisent l'histoire des femmes noires ou des hommes noirs, mais souvent, c'est souvent le même type de femmes, d'histoires de femmes traumatisantes en fait. Et c'est ça, c'est en ça que c'est pas très. Oui. Après, voilà, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. On demande d'arrêter parce que, voilà. En tout cas, je tiens à remercier Gaëlle Bérem et Adia Bilal. Sur leur stand, quand on en a, et poursuivre la conversation.